Salut à tous. 2. Regardez ce qui brûle. Cet incendie à Fujairah n'est pas seulement celui d'un terminal pétrolier, c'est toute la logique stratégique des 68 derniers jours qui part en fumée. Ce terminal d'oléoduc situé sur le golfe d'Oman était la seule infrastructure qui rendait le levier iranien sur Hormuz moins qu'absolu. La seule route de contournement, la seule preuve que le monde disposait d'une alternative, la seule installation que les Émirats arabes unis avaient dépensé des milliards à construire précisément pour que si l'Iran fermait un jour le détroit, le pétrole du Golfe puisse encore atteindre les marchés mondiaux par un canal que l'Iran ne pouvait pas menacer depuis l'île de l'Arak. L'Iran l'a quand même ciblé 5 vagues consécutives de missiles et de drones. Une explosion colossale. Une fumée noire visible depuis la côte, au moins 3 ressortissants indiens blessés. Le Brent bondissant de 5 à 6% jusqu'au seuil de $119 quelques minutes après l'arrivée des images sur les fiches d'agence. Et le président du comité de défense des Émirats arabes unis n'a laissé aucune place à l'interprétation diplomatique lorsqu'il a dit à son homologue israélien « Par Dieu, ce que les États-Unis et Israël ont commencé sans pouvoir le terminer, nous, les Arabes, mènerons l'Iran à sa fin. » Le cessez-le-feu que les médiateurs pakistanais avaient passé des semaines à préserver, que Trump avait prolongé indéfiniment le 20 et 1 avril, que Arakchi avait tenté d'entourer d'un cadre diplomatique en visitant 5 capitales, a été rompu avant que la majeure partie du monde ne se réveille le 4 mai 2026. Et le régime qui l'a rompu l'a fait en ciblant le seul actif dont la destruction garantissait que tous les États du Golfe restants s'uniraient simultanément contre lui. L'Iran n'a pas simplement relancé une guerre, il a fabriqué la coalition qui mettra fin à cette guerre. Naturellement, les mégaphones alignés sur Trump appelleraient cela de la clarté stratégique, parce que dans cet univers, chaque incendie est une victoire politique jusqu'à ce que quelqu'un demande qui a craqué l'allumette. La séquence compte parce que la plupart des couvertures médiatiques ont condensé 68 jours de pression en une seule matinée d'événements sans montrer comment l'échelle de l'escalade a été gravie, barreau par barreau, le 4 mai. Plus précisément, la matinée a commencé avec l'avancée du commandement central américain, le CENTCOM, qui a envoyé des destroyers lance-missiles guidés vers le détroit d'Ormuz sous la couverture combinée d'avions de chasse et d'hélicoptères, dans le cadre de l'opération Project Freedom. Le but déclaré de l'opération était humanitaire et défensif, guider les quelques 2000 navires transportant 20 000 marins neutres hors du golfe Persique, où ils étaient coincés depuis avant le début de la guerre. Trump avait formulé l'annonce précisément pour rendre tout tir contre cette opération diplomatiquement catastrophique. Chaque phrase décrivait des pays neutres, des équipages innocents, des navires à court de nourriture, des nations n'ayant rien à voir avec cette guerre. C'était le genre de cadrage que Trump affectionne, un langage humanitaire enveloppé autour d'un mouvement militaire, assez poli pour les caméras et assez brutal pour l'extrait de meeting. La première réponse de l'IRGC était électronique plutôt que cinétique. Des radars côtiers et embarqués, qui étaient restés dormants pendant la période de cessez-le-feu, se sont activés. Des interceptions radio confirmées par l'agence iranienne Tasnim ont capté des commandants de l'IRGC avertissant les destroyers américains que tout mouvement vers le détroit romprait le cessez-le-feu et se heurterait à une réponse militaire. Les avertissements étaient réels. La flotte américaine les a entendus. La flotte américaine a continué parce que accepter l'autorité de l'IRGC pour émettre des avertissements exécutoires sur le transit dans une voie maritime internationale était précisément la concession que Project Freedom visait à contester. Si les destroyers américains s'arrêtent lorsque l'IRGC leur dit de s'arrêter, la souveraineté revendiquée par l'IRGC sur le détroit est opérationnellement validée par l'acte même de s'arrêter. L'escalade de l'IRGC passant de l'avertissement électronique à l'action cinétique a été la décision qui a tout changé. Mais la forme précise de cette escalade révèle la doctrine, et cette doctrine révèle à la fois la logique tactique et sa faille fatale. Les vedettes rapides de l'IRGC ne se sont pas dirigées vers les destroyers américains, elles se sont dirigées vers les cargos commerciaux. Les destroyers escortaient le HMM Namu
sud-coréens. Des navires battant pavillon britannique au nord de Dubaï. Des navires civils avec des équipages composés de ressortissants neutres de pays qui n'avaient pris aucune position dans ce conflit. L'IRGC les a ciblés pour la même raison qu'il a ciblé Fujairah plus tard. Non pas parce qu'ils étaient militairement importants, mais parce que l'attaque d'actifs civils crée de la panique et que la panique crée une pression politique d'une manière que l'attaque d'actifs militaires ne crée pas. La logique est cohérente de l'intérieur. Si les vedettes rapides de l'IRGC attaquent des destroyers américains, les destroyers détruisent les vedettes et le public américain voit son armée accomplir sa mission avec succès. Si les vedettes rapides de l'IRGC attaquent des cargos civils pendant que des destroyers américains sont présents, cela crée un moment de crise ambigu dans lequel les règles d'engagement et l'autorisation politique de répondre sont moins claires. Les navires commerciaux ne sont pas des actifs militaires américains. Leur attaque déclenche-t-elle les règles de réponse militaire? Est-ce une violation du cessez-le-feu ou une application de l'autorité de gestion du détroit revendiquée par l'IRGC? L'ambiguïté devait paralyser le temps de réaction de Washington et créer un espace diplomatique permettant à l'Iran de prétendre qu'il appliquait la sécurité maritime plutôt que d'attaquer le transport maritime neutre. Et l'ambiguïté, bien sûr, est un terrain utile pour la machine médiatique pro-Trump, juste assez de brouillard pour déclarer victoire avant l'arrivée des faits. L'ambiguïté a duré quelques secondes. Des hélicoptères d'attaque Apache A-64 et des hélicoptères Seahawk MH-60 ont décollé des destroyers américains et ont engagé les vedettes rapides iraniennes dans les instants qui ont suivi le début des attaques contre les navires commerciaux. L'amiral Brad Cooper du CENTCOM a confirmé le résultat précis de l'engagement. Les petites embarcations se dirigeaient toutes contre des navires commerciaux et toutes ont été coulées par des Apaches et des hélicoptères Seahawk. 6 embarcations confirmées par le CENTCOM. 7 revendiquées par Trump sur Truth Social, avec l'ajout que c'est tout ce qui leur restait. L'arithmétique a changé d'une embarcation sur Truth Social, parce qu'apparemment même le combat naval a besoin d'un peu d'inflation de campagne électorale. Aucun dommage aux actifs américains, selon Reuters. Aucun dommage aux navires commerciaux protégés par les forces américaines. L'IRGC avait engagé ses vedettes rapides contre le transport maritime civil et les a vues détruites par des tirs d'hélicoptères en quelques minutes. La stratégie de l'ambiguïté n'a produit aucune ambiguïté dans la réponse militaire américaine et aucune retenue dans les règles d'engagement américaines. L'erreur de calcul tactique a été totale. L'Iran a lancé ses vedettes rapides en s'attendant à une paralysie et a obtenu une réponse cinétique immédiate. 6 vedettes disparues en quelques secondes. Ces mêmes vedettes rapides que l'IRGC utilisait pour imposer son système de gestion d'Ormus, pour percevoir des péages sur les transits autorisés, pour tirer sur des pétroliers indiens, pour harceler le transport maritime commercial pendant tout le conflit de 68 jours, ont été détruites dans un seul engagement avant d'atteindre leur cible. Ensuite, la réponse s'est déplacée du détroit vers les Émirats arabes unis. Les rampes de lancement terrestre iraniennes à Ispahan, Boucher et Bandar Abbas sont activées. Des missiles de croisière et des drones kamikazes ont été tirés en succession rapide, mais pas vers les destroyers américains qui venaient de couler les vedettes rapides, vers les Émirats arabes unis, sur la rive opposée du Golfe. Le pays qui ne conduisait pas Project Freedom, le pays qui n'avait pas déployé les hélicoptères ayant détruit les embarcations de l'IRGC, le pays qui avait passé 68 jours à absorber des frappes iraniennes, tout en maintenant une patience stratégique et en construisant l'infrastructure de contournement qui allait devenir la cible précise de ces frappes. Le ministère de la Défense des Émirats arabes unis a confirmé 5 vagues consécutives de menaces entrantes. 3 des 4 missiles de croisière de la première vague ont été interceptés au-dessus des eaux territoriales émiriennes. 1 est tombé en mer. Les vagues ont continué. Lors des 4e et 5e vagues, des drones ont pénétré le filet de défense aérienne et ont atteint la zone industrielle pétrolière de Fujairah. L'explosion a été massive. L'incendie était visible depuis le large. Au moins 3 ressortissants indiens ont été blessés. Les équipes de la protection civile se sont immédiatement déployées. Au moment où la fumée s'est élevée, le script de conférence de presse s'écrivait pratiquement tout seul. Confiance maximale, responsabilité minimale et une carte que personne ne serait autorisé à questionner pendant plus de 12 secondes.
La signification stratégique de Fujairah compte parce que la plupart des couvertures l'ont décrit comme un terminal pétrolier sans expliquer ce qu'est ce terminal pétrolier et pourquoi le fait que l'Iran le cible constitue la décision militaire unique la plus révélatrice de tout le conflit. L'oléoduc Adcop, dont le point terminal est Fujairah, parcourt 380 km depuis les champs intérieurs d'Abu Dhabi jusqu'au golfe d'Oman. Il transporte 5 millions de barils par jour, avec une capacité extensible à 8 millions en situation d'urgence. Il traverse entièrement le territoire des Émirats arabes unis. Il débouche à Fujairah, qui se trouve sur le golfe d'Oman, de l'autre côté du point d'étranglement du détroit d'Ormuz par rapport à la zone où opèrent les forces navales iraniennes. Les navires qui chargent à Fujairah ne passent pas par le détroit. Ils n'entrent pas dans la zone de harcèlement iranienne. Ils n'ont pas besoin de l'autorisation de l'IRGC. Ils ne paient pas de péage à l'IRGC. Ils chargent leur cargaison en eau ouverte, protégée par la zone opérationnelle de la 5e flotte américaine, puis partent vers l'endroit où leur acheteur souhaite les envoyer, sans aucun des risques qui ont rendu le transit par Hormuz commercialement impossible depuis le 28 février. Fujairah était la preuve physique que le levier iranien sur Hormuz n'était pas absolu. Depuis le début de la guerre, le débit de Fujairah avait bondi de 57% alors que la production émirienne était réacheminée par la voie de contournement. C'était l'installation qui rendait la menace iranienne « Nous fermerons le détroit et prendrons le monde en otage » durablement moins crédible après ce conflit qu'elle ne l'était auparavant. C'était l'actif autour duquel l'architecture énergétique du Golfe d'après-guerre était en train d'être construite. L'infrastructure que les Émirats arabes unis mettaient de l'avant lorsqu'ils ont quitté l'OPEP, le fondement de leur stratégie indépendante de production et d'exportation, qui pouvait éventuellement faire baisser considérablement le Brent en amenant sur le marché une capacité émirienne non contrainte sans transit par Hormuz. L'Iran l'a ciblé, pas accidentellement, pas comme dommage collatéral. L'analyse du ME a confirmé la valeur stratégique précise de l'installation et le ciblage iranien était délibéré et précis. Le message envoyé par ce ciblage était clair. Si nous ne pouvons pas exporter notre pétrole par Hormuz, vos routes de contournement à plusieurs milliards de dollars ne sont pas en sécurité non plus. L'Iran tentait de détruire l'architecture énergétique d'après-guerre qui se construisait autour de l'hypothèse de sa défaite éventuelle. Si Fujairah est durablement endommagé et que l'oléoduc Adcop est hors service, la stratégie de contournement des Émirats arabes unis s'effondre et le levier d'Hormuz est restauré, peu importe l'issue diplomatique de la guerre. Voilà la simplicité cruelle de la guerre contre les infrastructures, même si elle sera encore vendue à la télévision comme une leçon magistrale de pression par des gens qui prennent une route de sortie en flammes pour une tactique de négociation. Les répercussions économiques ont été immédiates. Le Brent grimpant à 119 $ représente un bond depuis la zone des 114 $, soit un mouvement de 5 à 6% en quelques heures. Le reportage de la BBC du 4 mai a confirmé cette réaction instantanée des marchés. C'est pas seulement une histoire de prix de l'énergie. Les prix des engrais, qui avaient déjà augmenté de 90% par rapport au niveau d'avant-crise, sont désormais évalués à partir d'un niveau de coût énergétique qui continue de monter. L'inflation alimentaire, dont le secrétaire général des Nations Unies avait averti qu'elle pourrait pousser 45 millions de personnes dans l'extrême faim d'ici le milieu de l'année, s'aggrave en temps réel. Les chaînes d'approvisionnement mondial, qui contournaient déjà l'Afrique au prix de 7 à 9 milliards de dollars par année en coûts d'expédition supplémentaires, intègrent maintenant la possibilité que même les routes de contournement qu'elles utilisaient comme solution partielle puissent être systématiquement ciblées. Mais l'erreur de calcul stratégique de la frappe contre Fujairah va plus loin que son impact sur les marchés. Elle touche à la conséquence politique précise que cette frappe a produite dans les 48 heures qui ont suivi. Et quelque part en arrière-plan, l'usine à slogan pro-Trump peut encore transformer une flambée des prix en autocollant de pare-choc, tant que personne ne lit la facture d'épicerie à voix haute. Les Émirats arabes unis avaient maintenu leur patience stratégique pendant 68 jours après avoir absorbé 549 missiles balistiques, 29 missiles de croisière et 2600 drones.
Selon les chiffres confirmés par le ministère de la Défense des Émirats Arabes Unis, 227 personnes ont été blessées, des aéroports ont été secoués, des ports perturbés et l'horizon de Dubaï marqué par la fumée. Et malgré tout cela, les Émirats Arabes Unis n'avaient pas riposté. Ils avaient quitté l'OPEP. Ils avaient coopéré avec les sanctions du Trésor américain, ils avaient accueilli le dôme de fer sur leur sol, ils avaient accepté des lignes d'échange d'urgence en dollars, ils avaient construit leur infrastructure de contournement. Ils avaient fait tout ce qu'un acteur stratégique rationnel fait lorsqu'il est attaqué par un adversaire plus faible, dont la destruction est gérée par un allié plus puissant. Attendre. Laisser l'allié faire le gros du travail. Préserver ses options. Construire sa position pour l'ordre d'après-guerre. La frappe contre Fujairah a mis fin à cette patience avec la précision d'un coup unique porté au seul actif autour duquel toute la position stratégique d'après-guerre des Émirats Arabes Unis était construite. La déclaration du président du comité de défense émirien mérite d'être comprise dans son intégralité. Par Dieu, ce que les États-Unis et Israël ont commencé sans pouvoir le terminer, nous les Arabes mènerons l'Iran à sa fin. Ce n'est pas un langage diplomatique, ce n'est pas une menace conçue pour créer une pression de négociation. C'est un responsable d'État d'un pays attaqué qui exprime une décision arrêtée à un homologue qu'il traite comme un allié dans une entreprise commune. La réponse de l'Arabie Saoudite a confirmé l'alignement de coalition cristallisé par la frappe contre Fujairah. Mohammed Ben Salman a appelé Mohammed Ben Zayed pour condamner les attaques iraniennes injustes visant les frères émiratis et pour confirmer que l'Arabie Saoudite se tient aux côtés des Émirats Arabes Unis dans la défense de leur sécurité. Cela a été suivi par la confirmation de réunions de coordination militaire conjointes entre les forces saoudiennes et émiriennes dans les heures qui ont suivi les frappes. La coalition arabe est-elle en train de passer de l'étape de la déclaration politique à celle de la planification opérationnelle ? Le Qatar a déclaré sa pleine solidarité avec les Émirats Arabes Unis, malgré des années de relations tendues entre les Émirats et le Qatar, et malgré la posture historiquement plus équilibrée du Qatar envers l'Iran. Bahreïn a déclaré l'état d'urgence national. Oman, le plus diplomatiquement neutre de tous les États du Golfe et le pays qui avait accueilli le canal discret des négociations nucléaires iraniennes, a signalé qu'un immeuble résidentiel avait été touché dans son territoire nord. Chaque État du Golfe qui avait maintenu une certaine distance diplomatique par rapport à l'axe bilatéral du conflit États-Unis-Iran a été entraîné dans la réalité cinétique du conflit par des missiles iraniens qui ne distinguaient pas les pays selon leur position politique. Oman était le pays sur lequel l'Iran comptait le plus comme pont diplomatique. Des immeubles résidentiels omanais sont maintenant touchés. Le pont a été frappé par celui qui en avait le plus besoin. Il est difficile de continuer à vendre une diplomatie parfaite lorsque le pont dont on avait besoin fait soudainement partie du champ de débris. Le changement de position du Qatar mérite l'analyse précise qu'il reçoit rarement dans ce contexte. Le Qatar partage avec l'Iran le champ gazier North Dome, le plus grand réservoir de gaz naturel au monde. La relation économique entre le Qatar et l'Iran n'est ni optionnelle ni périphérique. Elle est géologique. Le Qatar a maintenu des canaux de communication plus ouverts avec Téhéran que tout autre État du Golfe, précisément parce que ce champ gazier partagé crée des intérêts qui doivent être gérés, quelles que soient les préférences politiques. Le Qatar a accueilli des négociations américaines avec les talibans, des pourparlers de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, des discussions nucléaires entre l'Iran et l'Occident. Toute cette infrastructure diplomatique dépendait de la capacité du Qatar à maintenir simultanément des relations avec les camps alignés sur l'Iran et avec ceux alignés sur les États-Unis. L'Iran a ciblé l'installation de gaz naturel liquéfié du Qatar en mars. Maintenant, le Qatar déclare sa pleine solidarité avec les Émirats arabes unis contre les attaques iraniennes. L'infrastructure diplomatique que l'Iran avait besoin de voir maintenue par le Qatar pour son propre bénéfice a été démantelée par des missiles iraniens visant l'infrastructure qui la finance.
C'est habituellement le moment où le panel de chroniqueurs loyalistes découvre une nouvelle expression pour désigner l'effondrement et appelle cela un réalignement régional. La psychologie du régime qui a produit le ciblage de Foujaïra est la même qui a produit toutes les décisions de l'IRGC ayant progressivement aggravé la position stratégique de l'Iran tout au long du conflit de 68 jours. L'évaluation interne du Conseil suprême de sécurité nationale affirme que le régime peut tenir de 6 à 8 semaines à partir de la date de cette évaluation. Les puits de l'île de Karg sont en cours de fermeture avec des dommages permanents. Le rial est à 32 millions pour $1. Pezeshkian a qualifié la stratégie de l'IRGC de folie. Vaidi a refusé sa demande de retour de l'autorité exécutive. La voie diplomatique civile a produit 2 propositions que Trump a décrites comme insuffisantes. Insuffisant est le genre de formule qui sonne décisive au podium et qui devient beaucoup plus mince lorsque l'alternative est une carte de guerre qui s'élargit. Chaque jour qui passe sans soulagement est un jour où le blocus se resserre et où les fondements économiques du pouvoir institutionnel de l'IRGC s'érodent davantage. La réponse de l'IRGC à cette pression terminale et le réflexe classique de survie autoritaire créent une crise externe assez vaste pour justifier la concentration de l'autorité en temps de guerre. Réprimer la dissidence intérieure au moyen de récits de mobilisation d'urgence et espérer que la crise externe génère suffisamment de douleur économique internationale pour produire sur Washington la pression politique. L'impact économique du blocus sur l'Iran n'a pas pu générer à partir du côté iranien seul. Tirer sur Project Freedom, Frapper Foujaïra, faire brûler le Golfe. Espérer qu'un Brent à $119 et des terminaux pétroliers en flammes produisent une crise politique européenne ou asiatique qui force Washington à reculer. Le calcul contient une erreur fatale que Pezeshkian a identifiée par le mot irréversible. Chaque action que l'IRGC entreprend pour générer une crise externe accélère la formation de la coalition externe qui mettra fin au régime. La frappe contre Foujaïra n'a pas créé de pression internationale sur Washington. Elle a créé la coalition arabe. Le ralliement de 40 nations derrière la position diplomatique américaine. Les Émirats arabes unis déclarant la fin de l'Iran comme objectif militaire. L'Arabie saoudite activant une planification conjointe avec les forces émiriennes. Le Qatar abandonnant son rôle d'équilibriste, Bahreïn déclarant l'état d'urgence national, le Pakistan déployant 15 000 soldats en Arabie saoudite, la coalition que l'Iran espérait empêcher en gardant les États du Golfe individuellement intimidés a été assemblée en 48 heures par la propre décision de l'Iran de frapper le seul actif qui rendait toute patience supplémentaire impossible. C'est pas un échiquier, c'est un slogan de campagne qui percute la logistique, la géographie et les conséquences. L'Iran fait face à ce qu'il a créé. Les États-Unis avec 3 groupes aéronavals et les options militaires que l'amiral Brad Cooper du CENTCOM et le secrétaire à la défense Exet ont confirmé être prêtes. Israël avec la liste de cibles et le mandat opérationnel. La coalition arabe, avec 449 avions saoudiens, des F-6 Block 60 émiratis plus avancés que les propres variantes américaines, 5 milliards de dollars en transfert d'armes d'urgence et l'expérience de combat acquise au Yémen, in Libye et en Afghanistan. La technologie ukrainienne de drones déployée dans les États du Golfe au moyen du système SkyMap et les experts ukrainiens physiquement présents à la base aérienne Prince Sultan pour former du personnel américain et du Golfe, tandis que le propre président iranien qualifie publiquement sa stratégie militaire de folie, alors que l'armée l'ignore. La version de salle de briefing sonnera propre, la version opérationnelle est toujours plus désordonnée, plus bruyante et beaucoup moins impressionnée par les adjectifs. L'Iran n'a pas de marine. Trump l'a confirmé. Cette vedette, c'est tout ce qu'il leur restait. Une phrase nette pour Truth Social, une phrase brutale pour quiconque, doit bâtir une stratégie à partir de débris plutôt qu'à partir d'applaudissements. L'Iran n'a pas d'armée de l'air capable de contester l'espace aérien régional. Le réseau intégré de défense aérienne iranien a été dégradé au point où les F-15 F-6 des États du Golfe peuvent exécuter des paquets de frappe contre des cibles fixes iraniennes sans affronter l'enveloppe de menaces qui existait le 27 février. Les usines de missiles de l'Iran sont dégradées à 90% selon
l'évaluation confirmée de Trump, ces usines de drones sont réduites de 82%. Ces mandataires manquent de munitions parce que l'artère financière qui les alimentait a été coupée. Les alliés de l'Iran évacuent leurs citoyens et réorientent leur commerce énergétique vers le pétrole russe plutôt que vers le brut iranien. 3 scénarios sont sur la table. Le premier est une riposte directe des Émirats arabes unis contre des ports iraniens ou des infrastructures de missiles. Symbolique par son ampleur, mais suffisante pour établir que la patience stratégique a définitivement pris fin et que les frappes iraniennes sur le territoire émirien entraînent désormais des conséquences cinétiques, quel que soit le tempo opérationnel américain. Le deuxième est la reprise des frappes américano-israéliennes contre des ensembles de cibles élargies, y compris les infrastructures que Trump avait précédemment identifiées comme cibles potentielles dans de futures phases d'escalade. Le troisième est l'entrée de la coalition arabe dans une coordination informelle avec les opérations américaines et israéliennes, transformant ce conflit bilatéral en une guerre régionale de légitime défense que l'analyse de Chatham House décrit comme la force militaire arabe la plus capable assemblée depuis que l'Égypte a franchi le canal de Suez en 1995. Le discours de vente peut encore être simple, le menu des conséquences ne l'est plus. Les 3 scénarios ont une caractéristique commune, l'Iran ne peut en contrer aucun, il n'a pas de marine, il a des défenses aériennes dégradées, il a un président civil qui qualifie la stratégie militaire de folie pendant que l'armée l'ignore. Il a des alliés qui évacuent leur personnel. Il a un guide suprême à une adresse secrète accessible seulement à travers le cordon de sécurité de l'institution qui prend les décisions produisant ses résultats. Fouille à Ira Brûlé. L'incendie n'a pas commencé avec les missiles iraniens du 4 mai. Il a commencé le 28 février, lorsque l'IRGC a décidé que la guerre dont il avait besoin pour survivre valait la peine d'être déclenchée. 68 jours plus tard, le feu qu'ils ont allumé pour survivre consume les derniers actifs qui rendaient cette survie possible. La route de contournement est en flammes. La coalition qu'elle a générée s'assemble et l'institution qui a tiré les missiles ayant produit ces 2 résultats est la même institution qui a rejeté la demande du président de rétablir l'autorité exécutive. La guerre est de retour. Cette fois, l'Iran y fait face sans marine, sans armée de l'air, sans défense aérienne fonctionnelle, sans alliés prêts à envoyer plus que des mots diplomatiques, sans président dont l'autorité est respectée par l'armée, et sans la seule carte de levier à l'épreuve du contournement que Foujaïra représentait jusqu'à ce que l'IRGC décide de la brûler. Et peu importe à quel point le chœur pro-Trump emballe cela comme du contrôle, la fumée a cette fâcheuse habitude d'ignorer les éléments de langage. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.